tous, je suis ravie cette fois-ci. Alors c'est une table ronde, mais j'ai pris le parti de prendre un intervenant par un intervenant, car nous allons parler de deux choses complètement différentes. On va parler des critères ESG du CAC 40 et on va tout de suite commencer avec le président du groupe SES que vous devez sans doute connaître, mais on va quand même le rappeler avec son président Jean-Marc Borrello. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter, c'est pas forcément évident pour tout le monde, parce que vous faites énormément de choses au sein du groupe SES, une petite présentation puis quelques chiffres clés tout de même. Présentation courte, bonjour. Groupe SES, c'est d'abord la gestion d'hôpitaux, puis de maisons de retraite, puis de centres pour enfants, puis de centres pour personnes handicapées, puis de lieux d'insertion, puis un gros secteur de transition écologique. C'est une présence dans 44 pays à l'international. Et donc c'est un poème à l'après-vert associatif. Nous n'avons ni actionnaires ni dividendes à verser. Et les quelques chiffres, c'est que la maison est créée depuis 36 ans. Et nous sommes aujourd'hui 22 000 salariés pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard. Alors on va vouloir parler d'un milliard, oui, peut-être de ce que vous faites avec ce chiffre d'affaires d'1 milliard, mais on va surtout mettre l'accent ce matin sur l'inclusion. Quels sont vos chiffres ? L'inclusion, c'est comment on accompagne les jeunes en France avec le groupe SES ? L'inclusion, c'est d'abord aller chercher ceux qui sont éloignés de l'emploi, du logement, de la santé et permettre qu'ils soient pris en charge du point de vue sanitaire, permettre qu'ils accèdent à un logement, permettre qu'ils accèdent à une formation et permettre qu'ils accèdent à un emploi, et entre autres avec des entreprises d'insertion qui permettent de former les gens à des métiers et ensuite, après quelques mois, une année passée chez nous, ils trouvent un emploi dans un secteur classique. Et donc ça va depuis un traiteur de luxe, thé avec Thierry Marx, des boutiques parisiennes de commerce équitable avec Altermundi, il y en a une dizaine. On fait de la rénovation de patrimoine historique avec Actavista dans de très belles villes. Marseille, la plus belle ville du monde. Et donc, on forme tous ces jeunes gens. Attention, on va créer des débats. Est-ce que c'est Marseille la plus belle ville du monde ? Je pense pas qu'il y ait débat sur le sujet, mais je l'ai quitté il y a 43 ans. Donc et c'est toujours dans votre... C'est dans mon accent et dans mon cœur, absolument. Concrètement, comment on peut faire là, toutes les entreprises qui nous regardent, comment elles font pour vous rejoindre et accueillir des jeunes ? Comment se passe cette transition ? Je crois que les entreprises, à ce moment précis de notre histoire économique, elles ont besoin de recruter. Et un des sujets majeurs de la relance sera notre capacité à trouver des talents. Trouver des talents, ça veut dire d'abord parier sur l'avenir et sur le développement. Ça veut dire faire face à la crise que nous venons de traverser. Nous avons créé, à partir du mois de septembre, 4000 postes à SOS, et en particulier 3000 pour des jeunes. Évidemment, développer l'apprentissage, développer des centres de formation, développer des emplois, et il y a des postes qui sont présents dans un certain nombre de métiers auprès des personnes âgées dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les crèches. Nous cherchons désespérément des personnes qui veulent bien travailler dans des crèches. Les brigades nature forment au métier de la transition écologique, et là aussi c'est plusieurs milliers de jeunes qui chaque année apprennent un métier autour de la transition écologique, depuis la pose de panneaux photovoltaïques à l'entretien des espaces verts. C'est une nouvelle agriculture avec Ferme d'Avenir, c'est 1 milliard de création, d'innovation, d'ambition et d'optimisme. Il y a le haut commissaire chargé à l'emploi et à l'engagement des entreprises qui sera avec nous tout à l'heure, c'est Thibaut Guilly, qui est notamment lancé, un jeune, une solution, un jeune, un mentor. On parle également de 800 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année en France. Est-ce que vous collaborez avec cette plateforme gouvernementale ? Alors évidemment que nous collaborons et nous avons travaillé avec Thibaut sur l'élaboration des solutions. D'ailleurs, au moment où on se parle, il y a 500 emplois disponibles dans le groupe SOS, donc je vous invite à aller voir sur le site. Et les emplois, ils concernent aussi bien des jeunes qui ont des difficultés avec l'emploi que des jeunes qui ont terminé HEC, Sciences Po et qui cherchent une entreprise qui a du sens. Nous recrutons depuis de très nombreuses années des jeunes très diplômés qui ont envie de travailler dans une entreprise un peu différente. Et donc nous offrons en permanence, dans une maison qui double de taille tous les 4 ans depuis quelques années, nous offrons des emplois à toutes celles et ceux qui ont envie de participer à la transformation. Et en quoi consiste justement cette démarche d'inclusion territoriale au sein du groupe SES ?
Le groupe SOS est essentiellement territorial puisque nous sommes implantés avec nos établissements dans 600 lieux en France et en métropole et outre-mer. On a plus de 2000 salariés outre-mer, à Mayotte, à La Réunion, en Guyane. Et donc dans chacun de ces territoires, on essaie d'adapter notre offre aux besoins de la population. Donc l'idée est assez simple. Quels sont les besoins aujourd'hui alors? Les besoins, ils sont des besoins multiples. Il y a des populations dans lesquelles l'accès aux soins est très difficile. Donc on recrute des médecins qu'on installe dans des déserts médicaux. C'est aussi le fait de retrouver de la convivialité, c'est-à-dire on ouvre dans une opération qui s'appelle 1000 cafés, 1000 bistrots dans des villages où il n'y avait plus de café. Donc on recrée le café, épicerie, boulangerie, multiservice, lieu de convivialité qui permet au village de revivre et d'allumer une petite lumière dans le soir. Donc tout ça, c'est de l'inclusion. Et quels conseils vous pourriez donner, il nous reste 4 minutes, voilà, à tous ces entrepreneurs, et puis j'ai envie de dire ces dirigeants, mais surtout ces leaders, voilà, pour partager, quels conseils vous pourriez leur donner dans leur transition écologique et sociale? Le sujet, c'est d'abord entreprendre, c'est la condition qui permet à un entrepreneur de réussir. Entreprendre en ayant une obsession qui est l'impact économique, l'impact écologique et l'impact social. Une entreprise, quels que soient ses statuts, quelle que soit sa forme, qu'elle soit chez Euronext, qu'elle soit associative, qu'elle soit ailleurs, elle a tout intérêt à prendre en compte ces 3 impacts. Et en les prenant en compte, les mesurer, parce que mesurer l'impact, c'est essentiel. Dans les dernières créations de SOS, il y a un impact tank qui s'est créé, qui permet, avec des universités, Dauphine, Sciences Po, le CNAM et la Sorbonne, de mesurer l'impact précis des entreprises avec des labos de recherche. Et donc cet impact tank sert de boussole à des chefs d'entreprise qui veulent entreprendre dans l'intérêt général en mesurant l'impact de leurs actions, en sachant qu'entreprendre dans l'intérêt général, c'est entreprendre dans l'intérêt de l'entreprise. Parce qu'en réalité, aborder la transition, c'est faire en sorte que l'entreprise soit plus pérenne, soit plus forte, attire des talents, et c'est donc avec ces entreprises-là qu'on changera le monde. On parlait de jeunes au début de cette intervention, et là on parle de recrutement de talents. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre l'envie des jeunes de s'inscrire, en tout cas de postuler, de s'insérer dans une entreprise qui s'engage dans cette transition, ou en tout cas qui a des engagements forts? Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça qui motive nos jeunes? La plupart de mes camarades chefs de grandes entreprises me demandent pourquoi on a autant de candidats qui veulent travailler au groupe SOS pour travailler plus et gagner moins. Parce que sans doute, travailler plus et gagner moins dans une entreprise qui a du sens, où on a l'impression de participer au changement du monde, à la relance, à la création de ce monde d'après, c'est plus valorisant que simplement une prime financière dans une entreprise classique. Donc que toutes les grandes entreprises se disent que leur image et la marque employeur, elles dépendent de leur impact sur le monde et pas de la politique marketing. Quelle est la raison d'être du groupe SOS ? La raison d'être, c'est être utile à ses contemporains en étant suffisamment ouvert, différent, innovant pour faire en sorte que l'ensemble des contemporains soient dans une entreprise qui accueille tous et toutes avec un profond respect de la parité, de ce que sont les gens et de la possibilité pour chacun d'entre nous de créer une entreprise parce que personne n'est jamais au bout de son histoire. Et dernière question pour vous, Jean-Marc Borrello. Quel regard portez-vous sur cette loi Pacte et puis sur cette effervescence justement de toutes ces entreprises classiques qui dévoilent leur raison d'être ou qui l'inscrivent dans leur statut ou qui changent de statut pour devenir société à mission? Et je le rappelle, il y a 158 entreprises françaises qui sont devenues sociétés à mission, donc il y a encore du chemin à faire. Alors j'ai accompagné avec plaisir la création de la loi Pacte avec Olivia Grégoire lorsqu'elle était à l'Assemblée. Nous continuons à travailler avec celle qui est aujourd'hui la secrétaire d'État en charge de ce dossier. Je pense que c'est simplement l'avenir des entreprises. Une entreprise ne peut pas avoir comme seul objectif de distribuer des dividendes à ses actionnaires. On le répète, l'entreprise ne devrait pas avoir comme seul objectif de distribuer des dividendes. Alors, je n'ai rien contre les dividendes. Simplement, il faut que cet impact économique, qui est important,
soient accompagnés au même niveau d'un impact social et d'un impact écologique. Sous cette réserve-là, les entreprises participeront à changer le monde. Cette transition écologique, sociale et solidaire. Merci beaucoup Jean-Marc Borello pour cette intervention inspirante. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. On accueille tout de suite notre second intervenant, Anthony Attia d'Euronext. Bonjour, vous êtes le PDG d'Euronext France, le directeur groupe également. Je suis ravie, c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation rapide d'Euronext et puis ces quelques derniers chiffres clés? Oui, et puis alors je voudrais juste faire la transition parce que Jean-Marc a dit des choses très importantes et très très belles. Et moi je suis là non pas pour vous parler des dividendes, mais pour vous convaincre que la finance a aussi un rôle absolument crucial à jouer pour accompagner cette transition vers le monde du développement durable. Et oui, on n'est pas là pour verser seulement des dividendes. Néanmoins, une entreprise qui verse du dividende, c'est une entreprise qui est en bonne santé, qui embauche, qui fait de la croissance et qui peut accompagner la croissance économique d'un territoire ou d'un pays. Et la bourse, c'est la bonne finance. Et ça, moi, je ne le répéterai jamais assez. La bourse, c'est la bonne finance. Et on est là justement pour être le lieu où les investisseurs et les gens qui ont des projets se rencontrent. Donc, on dit qu'on est la maison commune de la croissance. C'est ce que notre PDG Stéphane Bougin dit constamment parce qu'il a raison. On est le lieu où les projets les projets de la vie réelle sont financés. Et ils sont financés sur le long terme. Et donc nous, on fournit des outils, on fournit une place de marché pour que ces projets soient financés en toute transparence et que les attentes justement des investisseurs qui de plus en plus ne parlent que de l'ESG. C'était ça ma next question, c'est quelles sont aujourd'hui les attentes ère post-Covid en 2021 véritablement des investisseurs? Alors c'est ESG, ESG, ESG. Et c'est data, data, data. C'est-à-dire que les investisseurs, ils veulent de la notation extra-financière pour les entreprises. Ils veulent que les marchés accompagnent la transition. Alors c'est pas seulement la transition vers le bas carbone, c'est aussi la transition vers une entreprise avec un but social, avec un rôle sociétal. Donc c'est la raison d'être en France, mais dans les pays anglo-saxons, ils n'ont pas forcément le même nom, mais ils pensent pareil. C'est la bonne gouvernance avec de la transparence, avec un dialogue entre les différentes parties prenantes qui sont les employés de l'entreprise, les clients, les investisseurs et les régulateurs, parce que la plupart des entreprises qui sont cotées sur nos marchés sont régulées, et que ce dialogue accompagne la transition à la fois énergétique, la transition vers un rôle sociétal et la transition vers un monde où les indicateurs extra-financiers sont extrêmement précis et développés et transparents. Quelles sont les initiatives qui montrent que justement Euronext s'engage en faveur du développement durable, par exemple? Alors, j'aurais dû commencer par là, mais Euronext, c'est la réunion de 7 bourses. Donc c'est la France, évidemment, c'est le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, la République d'Irlande, la Norvège et depuis la semaine dernière, la bourse de Milan. Et donc on fournit une plateforme unique avec un marché unique et on est le marché européen pour financer la croissance des entreprises et pas seulement les grandes entreprises. Donc le CAC 40 c'est important parce que c'est un exemple, c'est vraiment l'un des moteurs économiques de la France. Mais il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie, il y a aussi le financement des valeurs moyennes et ce qu'on appelle le financement des PME. Et les PME on les trouve dans les territoires et on accompagne l'accès au financement pour ces entreprises-là de façon extrêmement active. Et donc l'année dernière, en 2020, nous avons fait une grande enquête auprès de nos entreprises cotées, auprès de nos émetteurs, en particulier les valeurs moyennes et les PME. Donc on a à peu près un petit peu moins de 2000 entreprises cotées sur l'ensemble de nos marchés. Mais ces entreprises accèdent au financement via des canaux différents. Vous avez la cotation classique. Quand vous achetez des actions, vous les achetez en général sur Euronext, mais vous avez la capacité pour ces entreprises-là à lever de la dette. Et l'année dernière, avec la crise du Covid et le début de la crise du Covid, on a accompagné des levées de dette très très importantes. On a plus de 50 000 obligations cotées sur nos marchés, donc ça c'est la dette. Et on a également vu en fin d'année un retour au financement
par les fonds propres, c'est-à-dire c'est les entreprises qui augmentent leur capital pour accompagner leurs projets, pour croître et pour embaucher. Donc les projets sur lesquels nous travaillons sur le développement durable sont multiples, c'est-à-dire que ça devient le cœur de notre stratégie. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pourrais pas vous dire qu'on est la bonne finance. Et donc nous collons aux critères des Nations Unies qui sont extrêmement variés, qui sont expliqués sur le slide ici. Et récemment, vous avez fait parler de vous, notamment sur BFM Business, vous êtes venu en parler. Oui. Le CAC 40 ESG, c'est quoi et quel est son rôle? Et aujourd'hui, quels sont les premiers retours et les entreprises qui font partie de ce CAC 40 ESG? Alors, si vous me permettez, je vais juste parler des indices avant de parler du CAC 40 ESG. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un indice boursier? C'est un benchmark, c'est-à-dire ça vous donne une vue sur un certain secteur, un certain pays, une certaine taille d'entreprise. Et ces indices sont utilisés par les investisseurs à la fois pour des décisions d'investissement, donc c'est ce qu'on appelle le fléchage de l'investissement, le fléchage du capital, et à la fois ces indices sont des supports d'outils comme les ETF, par exemple, qui sont très largement utilisés, notamment par les investisseurs individuels qui sont revenus sur les marchés. Et donc chez Euronext, on a plusieurs familles d'indices. On en fabrique en marque blanche pour nos clients, ou on en fabrique avec la marque Euronext. Et alors pour vous donner une idée, l'année dernière, 88% des nouveaux indices qu'on a fabriqués étaient des indices ESG. 88%, c'est-à-dire c'est la transformation. Les enjeux, voilà, l'environnement, le social et la gouvernance. Exactement. Et alors ça peut être des indices très spécialisés. Donc nous on était pionniers en 2008, on a lancé le Low Carbone 100, qui est un indice qui va accompagner la transition vers le bas carbone pour les entreprises cotées européennes. Et donc il a été aligné sur les critères de l'accord de Paris. Et donc nos investisseurs nous disent il faut accompagner plus fortement la transition et avoir un indice qu'on appelle Best in Class, qui montre les meilleurs de la classe, alors qu'ils sont revus tous les 3 mois. Et donc nous avons créé, à la demande de ces investisseurs-là, le CAC 40 ESG, qui capture les meilleurs de la classe, si vous voulez. Qui sont actuellement les meilleurs de la classe? Alors on va pas forcément faire du nominatif ou du name and shame. Personne veut name dropper. Mais... Non, mais par contre, alors je vais vous dire des choses peut-être qui vont vous aider à comprendre comment est constitué ce CAC 40 ESG. Donc on a appliqué les critères des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on mesure la performance sur les trois directions qui sont environnement, social et gouvernance des 60 plus grandes entreprises cotées en France. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le CAC 40. Donc on prend l'univers des grandes entreprises et on va aller rechercher le best in class en fonction de ce qu'on appelle l'ISR. Et on va aussi, et celui-là est très important, appliquer des critères d'exclusion. Donc c'est très volontariste. Hein. On n'est pas juste en train de noter et de mesurer. On applique aussi des critères d'exclusion qui sont les critères des Nations Unies. Donc si vous faites du charbon, vous êtes exclu. Si vous faites du gaz de schiste, vous êtes exclu. Si vous avez encore des armes ou si vous participez à la création d'armes civiles, vous êtes exclu. Il y a le charbon bitumineux également. Et donc il y a une série de critères qui font que on est délibérément en train d'exclure les entreprises. Il y a des banques dedans ? Alors, il y a certaines banques. Alors, ce n'est pas un indice sectoriel. Si vous voulez des indices qui classent les sociétés par secteur, ils existent, mais ce n'est pas l'objectif du CAC 40 ESG, qui est vraiment de prendre une photo des grandes entreprises françaises et de leurs efforts sur l'ESG. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on travaille sur d'autres familles d'indices, notamment sur les indices low carbone en France, qui vont être beaucoup plus délibérés. Alors si vous aimez la polémique avec le CAC 40 ESG qui est un petit peu discuté au sein des sociétés cotées, le CAC low carbone qui arrivera peut-être dans les prochains mois va être un indice extrêmement engagé et c'est ce qu'on essaie de faire chez Euronext. Est-ce qu'on s'y perd quand il y a trop d'indices comme ça? Comment ça se passe?
Écoutez, les indices sont fabriqués à la demande des investisseurs. Donc vous avez des investisseurs qui viennent du monde entier. Les investisseurs qui viennent en bourse sont des investisseurs sur du long terme. Si vous voulez faire du court terme, vous venez pas en bourse, vous achetez du Bitcoin et vous participez à l'augmentation de l'empreinte carbone mondiale à cause d'inefficience en termes informatiques. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Et nous, si vous achetez des actions, c'est pour le long terme. Et nos investisseurs ont chacun des stratégies d'investissement qui peuvent être différenciés. Donc avoir des indices différenciés, c'est bien parce que ça permet l'accès de PME en bourse, ça permet l'accès de secteurs technologiques complexes. Donc en France, on est très très fort sur les sciences de la vie, on est très très fort sur le matériel médical, par exemple. Donc ça, c'est pas forcément très très connu. Et donc ces indices permettent d'accélérer la croissance des entreprises-là. Donc oui, il nous faut des familles d'indices diversifiées. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage très constructif et inspirant, Anthony Attia. Donc merci. à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.